Ce mercredi 28 mai, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest commémore son jubilé d'or. 50 ans après sa création à Lagos au Nigeria, quels sont les acquis et les échecs de l'organisation à l'heure du bilan? Second sujet au menu de ce numéro de l'Intelligent Club, la déclaration du ministre-gouverneur de Yamoussoukro, Augustin Cham, qui le 20 mai dernier évoquait son départ de ses fonctions. A-t-il réellement visé le chef de l'État dans ses propos? Éclairage dans quelques instants avec nos chroniqueurs Jean-Richard Nguesson et Soro Djabiga. Cela fait exactement 50 ans, le 28 mai 1975, que la CEDEAO était portée sur les fonds baptismaux à Lagos au Nigeria, qu'est devenue l'organisation qui a résisté aux différentes intempéries qui ont secoué la sous-région ouest-africaine, notamment depuis l'instauration du multipartisme en 1990. Soro Djabiga, quelle analyse faites-vous de la situation de la CEDEAO aujourd'hui, 50 ans après sa création? Vous savez, cela fait pratiquement 2 décennies que la CEDEAO est quelque peu contestée, quelque peu critiquée par des pays. Et c'est une situation qui est typique à certains contextes. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, en Côte d'Ivoire, ceux qui sont aujourd'hui opposants étaient hier ceux qui dénonçaient l'ingérence de la CEDEAO dans nos affaires internes. Aujourd'hui, ce sont les mêmes qui revendiquent l'implication de la CEDEAO. Voilà. Et cette situation met un peu à mal le bon fonctionnement de la structure. Mais il faut dire qu'en 50 ans, la CEDEAO a quand même œuvré à régler beaucoup de problèmes, à faciliter la vie des populations de la communauté ouest-africaine. Au plan sécuritaire et au niveau de la paix, la CEDEAO a œuvré quand même, elle a joué un grand rôle dans la médiation de plusieurs crises, notamment au Libéria, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire et en Guinée-Bissau, avec la création de la force d'interposition qui est l'ECOMOG. Voilà, la CEDEAO a également créé un cadre de libre circulation des biens et des personnes. Voilà, ça aussi il faut le noter. La CEDEAO a également créé un cadre institutionnel normatif avec le Parlement de la CEDEAO. Voilà, cela a permis de faciliter un certain nombre de choses. Donc on peut pas, je peux dire que le bilan de la CEDEAO est mitigé. Mitigé parce que l'Institut enregistre quand même pas mal de prouesses, pas mal de réussites qui ont facilité la vie des populations dans la sous-région, la circulation, la carte CEDEAO, tout ça. Il y a eu tellement d'éléments qui sont bien. Nous avons créé la Cour de justice en commun. Nous avons créé aussi plusieurs éléments qui ont facilité, comme je l'ai dit, la gouvernance. Mais il y a quand même des échecs. En fait, pour recentrer la question, on n'est pas encore aux échecs ou aux acquis. Je vous demandais surtout l'état de l'organisation aujourd'hui, c'est-à-dire une organisation, vous le disiez d'emblée, qui est contestée par une certaine frange des peuples ou de la population ouest-africaine, mais également de la classe politique au niveau sous-régional. Aujourd'hui, la CEDEAO est-elle fragilisée? C'est le mot que je voulais employer. Voilà, la CEDEAO est un peu fragilisée quand même, et cela se matérialise notamment avec la création de l'AES. La CEDEAO a un peu failli à sa mission dans ce cadre-là. Il y a une crise de confiance qui s'est créée entre la CEDEAO, l'institution en elle-même, et certains pays de la sous-région. Cela a fragilisé un peu la CEDEAO, et aujourd'hui la CEDEAO n'a pas assez d'influence, n'a pas assez de force pour agir directement dans les conflits internes des États. La CEDEAO n'a pas assez de pression, n'a pas assez de manœuvres pour exercer des pressions pour pouvoir faciliter la bonne gouvernance dans les pays. Donc pour répondre à votre question, je vais dire que la CEDEAO est quelque peu fragilisée, et c'est un peu, ça crée un cadre délétère dans la sous-région. Nous ne sommes pas en sécurité avec ce contexte-là, parce que la CEDEAO avait pour mission également de sécuriser les biens et les personnes dans la sous-région ouest-africaine. Avec ce contexte que nous connaissons tous, et puis la montée en puissance, l'émergence de l'activité terroriste dans la sous-région, je pense que tout cela montre que la CEDEAO est un peu fragilisée. Absolument. Jean-Richard Nguesson, la CEDEAO qui devient exsangue après 50 ans de fonctionnement, mais qui, malgré tout, semble résister. Effectivement, moi, avant de répondre à votre question, il faut saluer déjà l'existence de cette organisation. Il faut saluer cette vision des pères fondateurs. Il faut rappeler à toutes fins utiles que l'idée de la création naît déjà en 1964. Il y a eu beaucoup de difficultés jusqu'à la naissance de la CEDEAO en 1975. Il faut saluer cette vision des pères fondateurs. 16 au départ, ensuite 15, aujourd'hui 12. C'est vrai que ce jubilé d'or se présente
c'est un peu plus ou moins déplorable le départ de certains pays avant l'organisation de ce jubilé d'or, notamment le départ du Burkina Faso, du Niger ou encore du Mali. Mais n'empêche qu'il faut saluer, comme Soro le rappelait, quelques belle trouvaille de cette organisation. C'est vrai que 50 ans dans la vie d'une organisation, c'est pas rien. Il y a eu énormément de succès. On aura l'occasion de parler des succès. Mais il faut saluer, n'empêche, cette pérennité de la CEDEAO. Il y a eu des secousses, il y a eu des difficultés depuis son avènement le 28 mai 1975. Mais c'est une organisation qui, en dépit du départ du Burkina, du Niger ou encore du Mali, reste une organisation forte. Et il appartient aux 12 États qui composent cette organisation de revoir au niveau des réformes pour que cette organisation-là reste pérenne. Alors, pour en venir au bilan de la CEDEAO, justement, hein, puisque Soro nous avait déjà dévancé sur le sujet, on a l'intervention du professeur Bamba Abdoulaye, qui est professeur d'histoire des relations internationales contemporaines à l'université d'Abidjan-Cocody, mais également on a une capsule de Laurent Kouro, qui est rédacteur en chef à RFI Afrique, qui tous les deux nous partagent leur vision du bilan de l'organisation 50 ans après sa création. On va les écouter de façon successive dans cet élément qui nous est proposé par la réalisation. C'est sans doute la plus grave crise que la CEDEAO ait connue depuis sa création il y a 50 ans. 3 pays membres, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont décidé de quitter l'organisation. Ils construisent un autre ensemble, l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Alors en pleine tempête politique, la CEDEAO peut-elle se réinventer? Un demi-siècle après sa création, l'organisation ouest-africaine est à l'heure des bilans. La CEDEAO est aujourd'hui la communauté régionale avec le plus haut niveau d'intégration économique en Afrique. La région continue également à avancer sur de nombreux projets régionaux comme celui d'un corridor autoroutier entre Abidjan et Lagos, long de plus de 1000 km, qui doit permettre d'accélérer les échanges économiques. Mais lors des bilans, c'est aussi le temps des critiques. En visite à Ouagadougou, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a regretté ce qu'il a qualifié d'erreur, la réaction au coup d'État sahélien, l'embargo qui a été décidé, la fermeture des frontières, les restrictions commerciales, la menace d'intervention militaire, mais aussi l'inégalité de traitement au sein de la région. Quand les gens font des tripatouillages constitutionnels, a-t-il estimé, la CEDEAO n'en parle pas. Plusieurs organisations de la société civile reprochent notamment à la CEDEAO de n'avoir pas su empêcher en Guinée un 3e mandat d'Alpha Condé et une crise politique majeure, et ce, malgré les alertes répétées. Mais alors, comment rebondir? Certains demandent à la CEDEAO d'abandonner son action politique et d'en revenir à sa mission de départ, l'intégration économique. Mais d'autres leur répondent que l'intégration politique est nécessaire pour avancer sur le volet économique. Certains demandent à la CEDEAO de créer enfin une monnaie ouest-africaine. Des chercheurs leur opposent qu'il y a des préalables. Il faut avant cela mieux harmoniser les politiques budgétaires, fiscales ou agricoles. Enfin, il y a ceux aussi qui appellent l'organisation à accorder plus d'importance à la parole des populations, au travers par exemple de l'élection du Parlement au suffrage universel direct. Quelles que soient les évolutions choisies, la question de nouveaux liens avec les pays de l'AES est d'ores et déjà posée par les plus hauts responsables de la CEDEAO, notamment pour lutter contre un ennemi commun, le terrorisme. Surtout de la sous-région, que nous n'avons pas à rougir, bien au contraire. La longue marche vers l'intégration sous-régionale est certes difficile, mais il y a des acquis énormes, notamment au niveau de la libre circulation des personnes et des biens, et la liberté de résidence qui permet aujourd'hui à un Togolais, à un Béninois de résider en Côte d'Ivoire, vice-versa. Naturellement, cette marche vers l'intégration sous-régionale rencontre énormément de difficultés pour plusieurs raisons. Il y a des difficultés internes, on n'a pas les mêmes niveaux de développement économique, même si on est confronté très souvent même aux défis. Il y a des difficultés externes, on a parfois des difficultés un peu différentes, et il y a par endroit souvent un manque de solidarité qu'il faut peut-être renforcer. En termes de réforme, je dirais que, et ça je le dis à tous les Africains, l'intégration, c'est un processus, il faut beaucoup de patience. On dirait 50 ans, 50 dans la vie d'un être humain c'est beaucoup, mais 50 dans la vie de plusieurs peuples, c'est pas beaucoup. L'exemple de l'Union européenne fait foi.
Elle est née depuis 51 si on remonte un peu à l'historique, mais elle est encore confrontée à d'énormes difficultés. Alors justement, pour rajouter aux réalisations positives à mettre à l'actif de l'organisation, on a également la mise en place du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain qui permet aujourd'hui une interconnexion entre nos pays de sorte à faire en sorte que les différents pays qui sont déficitaires sur le plan énergétique puissent bénéficier du surplus des autres qui peuvent le leur vendre grâce à des facilités, toujours dans le sens de l'intégration sous-régionale et qui permet donc de faire fonctionner les différentes économies de la région. On a également la libre circulation des biens et des personnes qui reste un élément clé et l'une des principales prouesses de la CEDEAO. On a en outre la politique agricole avec la mise en place de l'ARA, l'agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation qui est basée à Lomé au Togo. Soro Djabiga, quel commentaire sur non seulement ce qu'ont dit nos deux intervenants, Laurent Koro et le professeur Bamba Abdoulaye, mais également sur les différentes prouesses à mettre à l'actif de la CEDEAO. Je note une partie de l'intervention de Laurent Koro qui a dit que la CEDEAO est la plus grande organisation communautaire de l'Afrique. Et cela me fonde à dire aux profondeurs, aux détracteurs de la CEDEAO qu'il faut dépassionner le débat. On ne peut pas aujourd'hui dissoudre la CEDEAO. Nous en parlons très souvent, mais je pense que la solution, c'est de suggérer, c'est de proposer des réformes. Parce que toute institution qui dure telle que la CEDEAO aujourd'hui avec 50 ans, le monde a évolué, tout est dynamique. Je pense qu'il faut songer à faire des réformes. C'est vrai que la CEDEAO a commis peut-être des erreurs qui ont créé un contexte qui ont complexifié les relations entre les pays de l'AES et l'institution. Mais je pense que la CEDEAO reste une institution forte qui facilite la vie, comme je l'ai dit, des populations dans la communauté. Vous savez, la CEDEAO est quand même une grande organisation, même au plan mondial. Vous pouvez faire le sondage, vous verrez que la CEDEAO fait partie peut-être des 10 organisations communautaires au plan mondial. Et nous avons fait ces études-là, nous avons compris que la CEDEAO a été fragilisée, c'est vrai, par des éléments tels que la montée en puissance du terrorisme. Le risque zéro n'existe pas dans toute organisation. Et c'est une faille qu'on peut régler, mais je pense que les profondeurs de la CEDEAO doivent mettre bas la terre. Et on ne règle pas les problèmes dans l'émotion, on ne fait pas les choses dans la passion, tels qu'ils sont en train de suggérer la création d'une nouvelle monnaie, ils sont en train de durcir le ton, ils chassent les partenaires. Du coup, il y a une question qui me vient en tête, et cette équation, je veux qu'on réfléchisse à cela. C'est la corrélation entre d'abord le bannissement de la CEDEAO qu'ils sont en train de prôner et la promotion du panafricanisme. On ne peut pas promouvoir le panafricanisme et chercher à dissoudre une organisation communautaire. Parce que c'est dans la vision justement du panafricanisme que l'organisation a été créée. Voilà, c'est pourquoi je demande aux uns et aux autres de dépassionner le débat. Et j'ai aimé beaucoup les premiers discours qui ont été prononcés par le tandem Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Dès leur prise de pouvoir, tout le monde s'attendait à ce qu'ils demandent à dissoudre la CEDEAO, à sortir le Sénégal de la CEDEAO. Voilà, justement. Mais ils ont demandé aux pays de l'AES de revenir dans la CEDEAO. C'est un discours responsable. C'est un discours qui montre qu'ils pensent à l'avenir. Aujourd'hui, les enjeux sont énormes et il y a plusieurs dangers, il y a trop de dangers qui nous entourent. On a besoin d'une institution forte qui va nous regrouper autour d'un idéal, d'un intérêt commun. Et je pense que la solution, c'est la CEDEAO réformée. Alors, Jean-Richard Nguessan-Huy, on vient tout à l'heure d'énumérer quelques succès clés de l'organisation, notamment avec l'interconnexion électrique entre les différents pays, ce qui permet au Burkina Faso, par exemple, au Mali ou même au Niger, qui sont déficitaires sur le plan énergétique, de bénéficier donc de l'électricité, qui est indispensable au fonctionnement de toute économie moderne, même des pays comme le Libéria, le Ghana également, qui sont concernés par la même problématique. On a également la libre circulation des biens et des personnes, mais ajouté à cela, on a à côté des échecs. Des échecs notamment en termes de respect des normes démocratiques qui sont justement le socle des contestations à l'égard de l'organisation qui la rend de plus en plus impopulaire vis-à-vis des peuples qui la composent. Effectivement, vous savez, dans le parcours, dans la vie de la CEDEAO, vous avez énuméré énormément de succès, notamment la coopération, l'intégration. Quoi qu'on dise, la CEDEAO, c'est plus de 400 millions d'habitants, c'est un marché assez important. Et vous avez évoqué les aspects liés à la coopération. Mais vous savez, avec la montée en puissance du djihadisme, avec l'avènement de certains putschistes au pouvoir, la CEDEAO a commencé à être critiquée. Essayez de vous rapprocher de votre micro. La CEDEAO a été critiquée notamment au regard de ses positions. Vous savez, la CEDEAO a pour obligation de défendre la... On va vérifier, est-ce que le micro est allumé? Ok, très bien.
Vous savez, dans le parcours, dans l'histoire... Là, vous allez certainement reprendre, hein, parce que là, je vous demandais, on évoquait les échecs avec vous de l'organisation. Là, on ne vous entendait pas tout à l'heure. On va pas priver donc les téléspectateurs de tout l'argumentaire que vous avez développé. À côté des succès que l'organisation peut revendiquer, qui sont clairement à constater aujourd'hui et qui sont à mettre à son actif, il y a également des échecs notamment dans le sens de son incapacité à faire imposer le respect des normes démocratiques qui, je le disais, sont quelque part à l'origine de son impopularité croissante vis-à-vis des peuples, notamment dans certains pays tels que les pays sahéliens de l'AES aujourd'hui, qui contestent justement la légitimité de l'organisation. C'est incontestable qu'aujourd'hui, la CEDEAO subit des contestations de plusieurs nations, mais n'empêche que la CEDEAO a réussi énormément tout au long de son parcours à fédérer les peuples. Je le disais tantôt, la CEDEAO c'est plus de 400 millions d'habitants, c'est un énorme marché, il y a de la coopération, vous avez évoqué plusieurs points, mais au-delà de ces différents aspects, avec l'avènement de certains putschistes au pouvoir, forcément, on devait s'attendre à cette situation. La CEDEAO, dans ses règles, dans ses préceptes, défend la démocratie. Et aujourd'hui, lorsque on observe des personnes qui arrivent au pouvoir en dehors des normes démocratiques, forcément, il y a des critiques vis-à-vis de ces pays. Et c'est ce qui pose problème aujourd'hui. Mais après, est-ce que les exigences de la CEDEAO ne se font pas de façon sélective? Non, pas quand forcément. Certains estiment, par exemple, qu'en Côte d'Ivoire, enfin, en Guinée-Conakry ou en Côte d'Ivoire ou dans certains pays de la sous-région, à certains moments donnés, la CEDEAO a donné comme l'impression qu'elle cautionnait le prolongement indéfini des mandats ou encore la modification des constitutions, alors que dans le même temps, elle condamne des coups d'État militaires. Il y a une sorte de déséquilibre. Après, il y a la souveraineté de ces différents États. On ne va pas peut-être comparer ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec ce qui s'est passé notamment au Burkina Faso. Et après, il y a le protocole de l'organisation qui porte sur la limitation des mandats. Le protocole d'Accra. Et le respect des textes. Et le respect des textes. Mais là, justement, lorsque, de façon évidente, on a l'impression que la CEDEAO ferme les yeux. Voilà, dans certains cas, il y a violation, et dans d'autres cas, parce qu'on prend les armes. Après, certains tendent à se demander à ce niveau-là, quelle est la différence entre un coup d'État militaire et un coup d'État constitutionnel. À ce niveau-là, qui fait parfois plus de morts même que le coup d'État militaire. Hein. Vous savez, c'est bien à ce niveau-là que la CEDEAO a failli, mais qu'aurait pu faire la CEDEAO à ce niveau-là? Ah ben c'est la grosse interrogation. Qu'aurait pu faire la CEDEAO lorsque... C'est qu'elle fait en ce moment au pays de l'AES. Vous savez, lorsqu'il y a une réforme de la Constitution dans un pays tiers et un coup d'État, c'est vrai que c'est pratiquement la même configuration lorsqu'on regarde, parce qu'on parle de coup d'État constitutionnel en termes de conséquences. Mais à ce niveau-là, qu'est-ce que la CEDEAO aurait pu faire? C'est la grosse interrogation. Là, vous touchez un point très important, parce que là, on va aborder la question des réformes. Les réformes, d'aucuns estiment, tout à l'heure, comme Laurent Corot d'ailleurs l'évoquait, est-ce qu'il ne faut pas finalement retourner à la vocation première de l'organisation, c'est-à-dire une organisation qui travaille essentiellement sur le volet économique pour l'intégration dans la sous-région, c'est-à-dire au-delà, une CEDEAO qui n'est pas forcément très active dans l'encadrement de la vie politique des nations, au plan militaire mais aussi, qui se focalise essentiellement sur l'intégration économique. Je pense que c'est une évidence. Les réalisations de la CEDEAO au plan économique sont réelles. Nous vivons de ces réalisations et nous tirons profit de toutes ces prouesses-là. Donc je pense qu'au plan économique, quand même, la CEDEAO a réalisé plusieurs éléments Apparemment, ça lui réussit plus. Ça lui réussit, effectivement. Merci pour cette facilité. Donc je pense que, mais limiter l'action de la CEDEAO au plan économique, ce serait nous faire nous-mêmes une entorse. Mais après, c'est la communauté économique. Mais vous savez, oui, la CEDEAO avait créé en son temps l'ECOMOG qui a réglé plusieurs problèmes. Mais au plan économique, apparemment, ça ne marche pas vraiment. Pour répondre assez rapidement, au plan économique, mais il faut dire qu'il n'y a pas eu que de succès parce qu'il y a des tasses douanières, alors que la CEDEAO militait très souvent pour la levée des tasses douanières. Oui, mais quand même, il y a une évolution de façon qui est quand même assez évidente, qui est concrète sur le terrain. Vous savez, les éléments qui ont fragilisé véritablement la CEDEAO aujourd'hui, c'est pas au niveau économique. Ce sont les putschs, c'est la montée en puissance du djihadisme. Et les putschistes,
comme on les appelle, qu'est-ce qu'ils reprochent véritablement à la CEDEAO? Il y a deux éléments. Ils reprochent à la CEDEAO de cautionner l'éternisation de certains chefs d'État à la tête de leur pays. Ils reprochent à la CEDEAO de récuser, de condamner leur coup d'État. Voilà les deux éléments que ces derniers reprochent à la CEDEAO. Ils ont posé des actions qui ont véritablement discrédité l'organisation. Mais la CEDEAO ne peut pas adouber un coup d'État. Justement, la CEDEAO, il lui revient de regarder, d'écouter ces personnes-là et essayer de trouver une solution. Et effectivement, la CEDEAO a tendu la main plusieurs fois. Des délégations se sont déplacées à maintes reprises dans ces pays pour essayer de trouver des pistes de solutions. On ne peut pas cautionner un coup d'État. Autant on ne peut pas cautionner un coup d'État militaire, on doit avoir la même rigueur vis-à-vis d'un coup d'État constitutionnel. Mais est-ce que finalement ces États ne font pas un peu trop? Parce que lorsqu'on se souvient que même jusqu'à très récemment, même jusqu'à présent d'ailleurs, la CEDEAO ne ferme pas la porte à une réintégration de ces trois pays-là dans son organisation. Parce que clairement, plusieurs fois depuis leur sortie, il y a eu des initiatives qui ont été menées pour les ramener à l'intérieur de l'espace communautaire, pour engager donc les discussions nécessaires, pour voir quelles sont les failles, comment les combler. Alors que, visiblement, l'AES se semble fermée. Mais il y a une volonté dans sa démarche vis-à-vis de la CEDEAO. Typiquement, les pays de l'AES traversent une période, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est typique et qui est propre à leur situation. C'est le problème sécuritaire dans le Sahel. Hier, nous étions au lancement des 60 ans de la BAD. Voilà, la BAD aujourd'hui s'apprête à élire un nouveau président. Nous avons vu le discours d'ouverture du président de la République. Et après ça, j'ai assisté personnellement à un panel qui a été prononcé par plusieurs chefs et représentants du gouvernement, notamment le premier ministre du Niger. Il a durci le ton là-bas, il a passé le clair de son temps à revendiquer la souveraineté du Niger, a dit que le développement du Niger... Une souveraineté quand quelques heures après, il s'en va rencontrer le président Ouattara. J'en viens. Vous me permettez, il a passé son temps à répéter que le développement du Niger doit être l'affaire du Niger. Mais en ce moment, qu'est-ce que vient faire le Niger au lancement, à l'ouverture des 60 ans de la BAD? Voilà, il y a cette incohérence-là que la CEDEAO doit... Et juste préciser également que le même Ali Zain Lamine, quelques heures plus tard, rencontrait le président Ouattara pour plaider l'appui de la Côte d'Ivoire dans l'obtention d'un prêt auprès de la BAD et du FMI parce que le Niger est en tout à l'heure, Jean-Richard le disait, la porte n'est pas fermée aux négociations. Alors pourquoi est-ce que ces trois États-là refusent de façon péremptoire vous savez, la négociation avec c'est parce qu'on veut s'accrocher au pouvoir? Oui, il y a cela, c'est factuel. On va beau les défendre, mais on constate que pour certains, ça fait 2 ans, 6 mois qu'ils sont au pouvoir. Il y a d'autres qui dépassent peut-être ce délai-là. On va le dire. Mais sur la voie de la négociation, moi je note que les choses évoluent et les choses sont dynamiques. La CEDEAO aujourd'hui enregistre des réveils. La CEDEAO est véritablement fragilisée, discréditée, au point qu'on chasse même souvent ces émissaires qu'elle envoie dans des pays comme en Guinée-Bissau récemment. Voilà, justement. Mais je pense que les choses vont évoluer et le moment venu, nous allons trouver la bonne formule, soit pour dissoudre l'AES et ramener ces pays-là, ou peut-être faire fonctionner les deux institutions de sorte à faire évoluer la sous-région, parce que ça ne profite pas au pays. Aujourd'hui, on sait les situations qui traversent les pays et nos concitoyens qui sont au Burkina, au Mali, au Niger, et même les propres citoyens qui sont dans ces pays-là. Ces pays n'ont pas accès de façon continuelle à l'électricité pendant plus de 10 heures par jour. C'est difficile. Ces pays n'ont pas accès à l'alimentation de façon décente. Le Niger qui dispose de 8% de terres cultivables. Comment le Niger fait pour vivre si c'est pas de l'aide étrangère? On ne peut pas venir taper la poitrine devant une institution, devant un panel de chefs d'État, alors qu'on connaît ces réalités. Donc je pense que faut pas être trop dur avec ses concitoyens. Il faut faire des concessions. Quand on se trompe, il faut revenir sur la table des négociations. Vous savez, il y a une volonté manifeste du Burkina, du Niger ou encore du Mali de profiter des acquis de la CEDEAO sans pour autant appartenir à cette organisation. C'est qu'il est important de recadrer les choses. Vice-versa. Peut-être pas du Burkina, du Mali, du Niger, peut-être dire des juntes sahéliennes, des juntes putschistes dans ces différents pays. Il y a cette volonté de profiter des acquis. Non, mais je veux dire qu'après, ceux qui les gouvernent aujourd'hui n'ont aucune légitimité, ni même légalité. Mais n'empêche qu'ils portent la voix de ces différentes nations. Quoi qu'on dise. Ils sont pris en otage, apparemment. IB porte la voix du Burkina Faso, quoi qu'on dise. Malgré le peuple burkinabé. Tiani porte la voix du Niger. Vous savez, nous allons beau dénoncer, nous allons beau critiquer la légitimité et la légalité de ces chefs d'État. Mais il se trouve que, à côté de nous également, il y a des chefs d'État qui continuent de s'éterniser à la tête de leur pays. Et ces derniers-là utilisent ce fait-là pour continuer de critiquer la CEDEAO. Ça, c'est factuel. Voilà, c'est compliqué. Ça rend la tâche difficile à la CEDEAO. Absolument. À côté de cela, vous savez, il y a eu plusieurs protocoles d'accord au niveau de la CEDEAO. Et en 1991,
la plupart des États ont signé un protocole d'accord sur le respect des principes démocratiques. Et au regard de ce protocole d'accord, vous conviendrez avec moi que le Mali, le Niger, aujourd'hui, ont une volonté manifeste de ne pas respecter. Alors, quelles sont les réformes que l'on pourrait introduire, impulser, pour permettre à la CEDEAO de jouer véritablement son rôle de garante de la stabilité sous-régionale, ou peut-être même la ramener tout simplement à sa vocation originelle, c'est-à-dire celle de promouvoir l'intégration économique entre les pays de la sous-région? Au-delà de cet aspect, il y a un aspect qu'il faut relever aujourd'hui, c'est le niveau sécuritaire. Aujourd'hui, il faut penser à un état-major intégré des différentes nations, parce que le défi sécuritaire pour nos nations est l'un des défis majeurs en ce siècle. Quand on sait la poussée du djihadisme, quand on sait les violences qu'il y a dans plusieurs pays, même la circulation de la drogue, de stupéfiants qui reste un véritable défi. L'un des défis majeurs reste le défi sécuritaire, parce que quoi qu'on dise, au niveau de l'intégration et de la coopération, il y a d'énormes avancées, parce qu'aujourd'hui, il est loisible de voir des populations ivoiriennes qui partent facilement au Burkina Faso ou encore au Ghana, mais c'est au niveau sécuritaire qu'il y a véritablement un gros problème. On va donc aborder le second sujet donc de cette émission. Yamoussoukro, ce que Thiam Augustin, le ministre-gouverneur de ce district autonome, a exactement dit. Il y a cela quelques jours, une polémique éclatait et des propos attribués donc à Augustin Thiam, ministre-gouverneur donc de Yamoussoukro, mais qui est également, faut le préciser, frère aîné de Cheikh Tidiane Thiam, président du PDC-RDA, donc principal opposant d'Alassane Ouattara, selon lesquels ce dernier indiquait, donnait une sorte de leçon ou adressait une pique subliminale au président Ouattara, à qui il aurait indiqué la voie de sortie après déjà 15 ans passés au pouvoir. Alors là, ce dernier a tenu à faire des recadrages. Est-ce que véritablement il avait voulu cibler le chef de l'État dans ses propos? Là est la grosse interrogation. Le débat a enflé. Soro Djabiga, vous avez suivi en même temps que nous les propos, les commentaires qui ont foisonné sur les réseaux sociaux. On a estimé qu'Augustin Thiam faisait un peu la leçon au chef de l'État sortant, parce que lui, il a indiqué qu'en octobre prochain, finit son mandat de ministre-gouverneur et qu'il se prépare à partir. Mais seulement, est-ce que c'était dans le sens de moraliser le président de la République? Oui, vous l'avez dit. Moi, je pense qu'il y a des pics sublimes. Il essayait de lancer des pics au président de la République. Et en filigrane, quand on analyse son discours, c'est tout commun. Écoutez ce qu'il dit. Le mandat du gouverneur dure le même temps que le mandat du président. Et il réplique, il dit, peut-être qu'il se présentera, mais pas moi. Et il dit à l'auditoire, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Je suis fatigué, j'ai 73 ans. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est vrai que les choses sont allées dans tous les sens sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est votre point de vue. Oui, mais pour la plupart, tout le monde commentait dans le sens de dire qu'il donnait une leçon au président de la République qui est aujourd'hui, au sommet de son 3e mandat à la tête de la Côte d'Ivoire et qui peut-être briguera un 4e mandat. Donc, et il a dit qu'en octobre, il partira. Regardez un peu le contexte. Le PDCI est convaincu que Tidiane Thiam sera candidat. Le PDCI est convaincu que Tidiane Thiam remportera l'élection de 2025. Et c'est en octobre que Tidiane Thiam va gagner l'élection. Et c'est en octobre que lui décide de démissionner. Vous comprenez que le frère Tidiane Thiam, Augustin Thiam, est dans une logique qui ne dit pas son nom. Il est dans un schéma, comme les jeunes le disent sur les berges de la lagune de Bouillé. Il est dans un schéma qui ne dit pas son nom. Mais pour ma part, je pense que c'est une leçon qu'il essayait d'insuffler de façon intelligente au président de la République. Il faut rappeler quand même le contexte dans lequel il a tenu ses propos. C'était lors de la célébration de la fête des mères dans sa localité et il a clairement dit ceci. D'abord, il parle aux femmes, il les reçoit leurs doléances en tant que ministre-gouverneur, donc premier responsable du développement dans la région. Et elles lui soumettent leurs préoccupations et il manifeste la volonté de les accompagner dans la matérialisation de leurs différentes revendications. Seulement, il précise, on va plaider votre dossier. Effectivement, depuis l'époque du président Houphouët-Boigny, qu'on avait fait beaucoup de choses comme ça, il poursuit pour dire, en fin de compte, en tout cas, je vais me battre pour le faire. Seulement, nous arrivons au mois d'octobre bientôt. Et le mandat de gouverneur dure le même temps que le mandat du président. Donc, en octobre, lui, peut-être, il se représente, mais moi, je suis au chômage parce que mon mandat finit en même temps que pour lui. Ça fait 15 ans que je suis là.
J'ai 73 ans, je vous en prie, laissez-moi partir, je vais partir. Maintenant, l'administration, c'est la continuité. Est-ce qu'il ne s'adressait pas plutôt aux femmes, à son auditoire, en tentant de leur dire, c'est vrai, j'ai bien la volonté de vous accompagner pour l'aboutissement de vos souhaits, de vos doléances, mais malheureusement, mon heure a sonné, il faut que je me retire. Je n'ai pas l'intention, peut-être malheureusement pour vous, de poursuivre à vos côtés en tant que ministre-gouverneur, mais un autre reviendra. C'est vrai qu'il s'adressait aux femmes, mais subtilement, il s'adressait aussi, quoi qu'on dise, au président de la République. Quoi qu'on dise, parce que on sait plus ou moins tous le contexte politique. Vous le croyez vraiment? Ah oui, on connaît le contexte politique. Je vais aborder dans le même sens que Soro. On connaît le contexte politique. On sait qu'il est le frère aîné de Tidjane Thiam. On sait plus ou moins qu'il a défendu son petit frère il y a cela quelques semaines. Donc il reste dans une posture du grand frère qui veut défendre son jeune frère. Et je pense que c'est de bonne guerre. Et puis vous savez, depuis quelques mois, il ne se prive pas de critiques vis-à-vis non seulement du RHDPO, encore de certaines décisions prises. Donc moi je pense qu'il reste dans cette même posture. Mais est-ce qu'il faut forcément lier sa lecture de son propre avenir politique à la situation que vit son frère? Oui, mais cela présente des similitudes avec le contexte. Après tout, ça fait quand même combien d'années déjà là? Près depuis de 3 ans, Tidjane est de retour en Côte d'Ivoire. Depuis 2011, ça y est, depuis la réunion du président. Attention, comme ça fait depuis 2022. Thiam Tidjane est de retour, le frère cadet en Côte d'Ivoire. Il a réintégré le PDC-RDA. Augustin, pour autant, ne l'a pas encore suivi. Est-ce qu'il faut forcément créer un lien entre les deux choses? On attend de voir. Vous savez, Augustin Thiam est au RHDP, au RDA depuis 2003, depuis le début des années 2000. Il a démontré de la fidélité tout au long de son parcours président Alassane Ouattara, qui d'ailleurs en 2011 décide de le nommer ministre-gouverneur du côté de Yamoussoukro. Et depuis 2011, il essaie tant bien que mal d'occuper cette fonction-là. Aujourd'hui, au niveau de l'opposition, ils sont nombreux à appeler le président Alassane Ouattara au repos. Ils estiment qu'un 4e mandat, c'est un mandat de trop. Et moi, je pense que dans son discours, de façon subtile, il s'adresse au président de la République. Il reçoit cette des femmes, mais lorsqu'on lit entre les lignes, lorsqu'on essaie mais est-ce qu'on ne lui prête pas des intentions qui ne sont pas siennes? Après, tout reste dans nos analyses, dans nos interprétations. Mais lorsqu'on observe le contexte, lorsqu'on regarde les deux contextes, on sent qu'il y a quand même des similitudes entre ce qu'il dit et la réalité du positionnement du président actuel. Ça peut être des intentions qu'on lui prête. Après, on peut se dire qu'à 73 ans, lui, il peut être fatigué, mais le président Alassane Ouattara a dit qu'à 83 ans, lui, se portait encore bien et qu'il était... Voilà encore une autre attaque. Il estime qu'à 83 ans, il est bien portant et qu'il est prêt à diriger la Côte d'Ivoire pour 5 années encore. Donc, après... C'est vrai, ce sont ses propos, mais n'empêche que le président Alassane Ouattara estime qu'il est encore bien portant. Peut-être que lui, à 73 ans, il estime qu'il est fatigué, mais l'autre estime qu'à 83 ans, il est encore bon pour le service. Soro Djabiga, bon, c'est clair, votre position qu'il avait exprimée sur le sujet. Il ajoute, je suis né à Yamoussoukro. Yamoussoukro est ma grand-mère. Il y a tellement de codes à déchiffrer dans son message. Je pense que c'est un message diplomatique, c'est un discours diplomatique. Une manière pour vous de défendre quelque part son frère cadet et sujet à une contestation sur sa nationalité. Sur sa filiation, justement, voilà, à travers ce message-là, on sent qu'il est en train de défendre son grand frère. Il n'intègre pas son frère cadet. Il n'intègre pas directement le PDCI, mais il prend parti en filigrane. Moi, j'ai pas vu plutôt une volonté de défendre forcément son petit frère, mais il se met dans une posture où il fait partie de ces personnes qui inviteraient le président Alassane Ouattara de ne pas briguer. Non, là, nous sommes sur sa filiation avec Yamoussoukro. Il dit, je suis né à Yamoussoukro. Yamoussoukro est ma grand-mère. Alors qu'on sait qu'il est le frère du même père et de la même mère que Tidjane Thiam. Mais après, ce qu'il faut retenir, personne ne conteste la filiation de Tidjane Thiam. Ce que la justice lui reproche, c'est d'avoir pris une autre nationalité en 1987. Et ce que la justice lui reproche, c'est de sortir de cette nationalité-là il y a seulement quelques mois. Donc après, parler de sa filiation,
estimer qu'on reproche à son petit frère de ne pas forcément être on ne pas ce qu'il dit dans ce discours-là. Et moi, j'aimerais rappeler que nous sommes à quelques mois d'élections présidentielles. Et ce discours-là, c'est un discours politique qui permettra d'attirer tous ceux qui se reconnaissent en Yamso ou à Yamsoko, tout cela autour de la candidature de Tidjane Thiam. C'est un discours de politique, c'est un discours électoral qu'il a tenu. Vous pensez qu'il est en train de faire le jeu de son frère? Oui, il cache mal son jeu. Depuis l'avènement de son frère dans la scène politique ivoirienne, de plus en plus, on découvre un autre gouverneur de Yamsoko, un autre Augustin Thiam qui n'est plus celui qu'il était hier. Il était un peu gêné dans les débuts. Au départ, il ne s'ouvrait pas, il ne s'affirmait pas directement. Mais de plus en plus, il monte au créneau, on sent qu'il veut en découdre, on sent qu'il veut véritablement porter son vrai manteau et cesser d'incarner un rôle qui n'est pas le sien. Là, vous parlez de son vrai manteau. Son vrai manteau n'est-il pas celui de partisan du docteur Alassane Ouattara? Ah oui, jusqu'à preuve de contraire. Oui, avec ce discours qu'on vient d'entendre. Jusqu'à preuve de contraire, nous, j'estime qu'il fait partie toujours du RHDP, jusqu'à preuve de contraire. Oui, il n'a pas encore démissionné. Oui, parce que dans le discours, à aucun moment, on a entendu dire je sors du RHDP ou je ne soutiens plus le président Alassane Ouattara. Non seulement il fait partie du RHDP, mais il est engendré du RDR. Effectivement. Donc la formation qui constitue une sorte peut-être l'épine dorsale du RHDP unifié aujourd'hui. Et puis c'est une personnalité qui a toujours témoigné de la fidélité. Vous savez, à une certaine époque, surtout lui, le Akoué, être avec Alassane Ouattara était mal vu à cette époque-là. Mais déjà en 2003, il avait eu le courage de soutenir Alassane Ouattara. On se rappelle qu'en 2010, il a été le directeur de campagne au niveau même de Yamoussoukro. Il a défendu bec et ongle Alassane Ouattara dans son long périple pour comme Bédié l'a fait aussi. C'est un fidèle parmi les fidèles. Donc aujourd'hui, on est plus contextuel. Aujourd'hui, j'estime qu'il fait partie des fidèles. On attend de voir jusqu'à preuve de contraire. Il n'a pas encore affirmé ne plus appartenir au RHDP. Donc, j'estime pour ma part, on peut être dans l'interprétation, on peut essayer de disséquer ses propos, on peut essayer de lui trouver la petite bête, mais n'empêche que il a toujours démontré de la fidélité au président Alassane Ouattara depuis le début des années 2000. Le président Alassane Ouattara a fait de lui le directeur de campagne. On se rappelle qu'il faisait partie des personnes qui avaient mobilisé les chefs du grand centre à Yamoussoukro aux côtés du président Bédié. Il faisait partie de cette délégation-là. Donc aujourd'hui, j'estime que dit qu'il n'est pas avec le président Alassane Ouattara, on attend véritablement on ne dit pas qu'il n'est plus avec le président Alassane Ouattara. Nous essayons d'analyser, nous essayons de commenter son dernier discours et sa nouvelle posture qu'il affiche ouvertement, qu'il ne cache pas. Vous comprenez, avec ce discours qu'il a prononcé récemment, vous connaissez quel cadre du RHDP qui peut le faire? Soyons réalistes, disons-nous la vérité. Après, il est dans une posture assez difficile. Il est le grand frère de Tidjane Thiam. En même temps, c'est un fidèle du RHDP. Ça n'existe pas en politique, ah non. Non, mais quoi qu'on dise aujourd'hui, il est dans une posture où, à un certain moment, il est obligé de faire un choix. C'est de ça qu'on parle, c'est de ça qu'il est question ici. Mais pour l'heure, le choix n'est pas encore fait. Oui, il n'est pas encore fait. On sait plus ou moins qu'il reste infidèle parmi les fidèles. Mais est-ce que, en tant qu'analyste, quand vous observez la trajectoire de Augustin Thiam aujourd'hui, pour vous, il pourrait arriver peut-être un moment de basculement où il déciderait de façon ouverte de rejoindre son frère dans le combat? C'est votre lecture? Je pense qu'il est dans la phase de transition. Et d'ici peu, on va sentir ce basculement. La phase de transition, alors que le président Ouattara pourrait éventuellement se porter à nouveau candidat? Justement, et son discours laisse entrevoir une certaine opposition avec cette idée-là. Il donne l'impression qu'il n'est pas d'accord avec l'idée d'un 4e mandat du président Alassane Ouattara. Son discours laisse voir cette situation. Et il le dit. Il dit à partir d'octobre 2025, je serai au chômage. C'est un discours diplomatique, il faut comprendre la chose derrière. Et Jean-Richard l'a dit, il a d'un côté son frère qui est acculé au niveau de la justice et au plan politique en Côte d'Ivoire, et à côté, il y a son engagement politique et sa loyauté qu'il a toujours témoigné avec le président Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, il n'a pas la même démarche qu'il avait hier avec le président Alassane Ouattara. C'est-à-dire, qu'est-ce qui diffère? C'était un homme engagé et très loyal. Là où il était encore difficile en son temps d'affirmer son appartenance au RDR, il a eu ce courage-là de le faire. Et aujourd'hui, c'est lui qui critique de façon insidieuse, c'est lui qui critique la posture du président Alassane Ouattara. Quand il le dit, d'abord, il montre son... Vous voyez des critiques à son chef de l'État? Oui, il y a plusieurs éléments.
éléments qui laissent entrevoir des critiques, pour ma part en tout cas. D'abord, il y a le facteur de l'âge. Quand il parle, il dit que j'ai 73 ans. Le président Alassane Ouattara qui a plus de 85 ans et qui chercherait, je dis, qui chercherait plus de 83 ans, pardon, qui chercherait à briguer un 4e mandat, alors que lui, à l'âge de 73 ans, il ne veut plus être ministre-gouverneur de Yamoussoukro. Vous voyez qu'il y a problème. Et il le dit. Il dit, j'ai pris les rênes au niveau de Yamoussoukro en 2011. Le président Alassane Ouattara également a pris les rênes de l'État en 2011. Ça fait 15 ans que nous sommes, nous deux, à la gestion. Le président Alassane Ouattara au niveau de la Côte d'Ivoire et lui au niveau de Yamoussoukro. Il essaie d'établir une corrélation entre les deux parcours. Et là, après, il lui dit, peut-être que lui, il sera candidat, mais moi, laissez-moi partir, je veux partir. Analysons objectivement son discours pour comprendre qu'il est en train de prendre une autre direction désormais. Pas forcément la direction du PDCI, mais peut-être que peut-être qu'il penche pour la famille. Jean-Michel, on va conclure avec votre réaction à ces derniers propos. Moi, je ne partage pas forcément ce point de vue. Moi, j'estime que le gouverneur Tidjane Thiam a témoigné depuis... Augustin Thiam a témoigné de la fidélité au président Alassane Ouattara. C'est vrai qu'on peut interpréter ses propos, mais c'est quelqu'un qui n'a pas encore donné sa volonté faible de quitter le RHDP. Donc, pour ma part, il reste parmi les fidèles. Est-ce qu'il en a même l'intention? Est-ce qu'il en a l'intention? Je ne pense pas. Mais... Soro a parlé de la filiation. Est-ce que le sang sera plus fort que ses aspirations politiques? Convictions politiques. On attend véritablement de voir. On va conclure comme d'ordinaire avec votre revue de presse, Jean-Pierre Nguessan, sauf qu'aujourd'hui, vous avez vraiment tout le temps pour vous étaler sur vos titres. Et juste après, on va permettre à Soro Djabiga également de disséquer en quelques minutes ce que vous aurez sorti comme grosse une dans la presse de ce mercredi 28 mai 2025, jour de la célébration du 50e anniversaire de la CEDEAO. Ouvrons cette revue de presse avec l'intelligent d'Abidjan qui revient sur l'audience que la première dame Dominique Ouattara a accordée à Aïcha Koné, la diva de la musique ivoirienne. À la sortie de l'audience, Aïcha Koné affirme: pourquoi Ado merci? Vous aurez l'occasion de voir plus de détails dans le quotidien. Et puis, toujours à la une de l'intelligent d'Abidjan, Miss Côte d'Ivoire 29e édition, 30 candidates pour l'après Marie Djamala. Et puis, l'actualité en Côte d'Ivoire reste marquée aussi par un carambolage qui a occasionné plusieurs morts sur l'autoroute du Nord. Sécurité routière en danger, le sursaut affirme trop de morts évitables. Le ministère doit agir. Chaque jour, la route tue à Abidjan, à Daloa, à San Pedro, en pleine ville, comme en zone rurale. Les accidents se multiplient. Le quotidien interpelle le ministère de la Sécurité. Juste vous interrompre pour quelques secondes. Lequel carambolage a fait 4 morts? Effectivement. 4 personnes calcinées dans les différents véhicules. Et le jour plus en parle, effectivement. Horreur sur l'axe Yopougon-Adjamé hier. 4 personnes brûlées vives dans un accident de la circulation, ce qui a tout provoqué. Et puis, dernière heure, aborde également cet accident. 4 morts et 25 blessés sur la voie express Yopougon-Adjamé. Carambolage meurtrier à Abidjan. Et puis le patriote barre à sa une, 60e assemblée annuelle de la BAD. Ouattara salue un partenaire clé de l'Afrique. L'appui financier de la BAD à la Côte d'Ivoire a augmenté de 500% en 10 ans. Et puis, parlant toujours de la BAD, le quotidien gouvernemental Fraternité Matin affiche: la BAD a atteint des résultats exceptionnels. Les propos que le Fraternité reprend, Ouattara à l'ouverture de l'Assemblée annuelle, la qualité de la coopération entre l'institution bancaire et la Côte d'Ivoire est à saluer. Et puis, l'actualité politique est également à la une des différents quotidiens. Notre voix écrit présidentielle 2025. Ouattara sera-t-il candidat en excluant Gbagbo, Blé-Boudé et Soro? Le nouveau réveil parlant du RHDP estime que ce parti ne respecte pas ses écrits, ses statuts et confisque les locaux. Le parti qui s'en fout de ses propres textes et lois. Et parlant toujours du RHDP, le nouveau réveil estime que ce parti devrait respecter ses textes. Soro Djabiga, commentaire. Moi, il y a une actualité qui m'a interpellé tout de suite. C'est la première.
développée par Jean Richard, celle concernant la rencontre entre la diva Aïcha Koné et la première dame Dominique Ouattara. Aïcha Koné qui est connue pour être l'une des artistes les plus critiques à l'égard du régime Ouattara. Et de façon assez surprenante ces derniers jours, on a une chanson qu'elle fait en hommage au chef de l'État, ce qui a désarçonné plus d'un. Elle part rencontrer son épouse avec une familiarité vraiment déconcertante. Vous, quel est votre point de vue sur ce rapprochement assez soudain? Nous avons tous vu la photo qui est devenue virale. La photo dans laquelle Aïcha Koné pose, elle se tiennent les mains également avec la première dame de Côte d'Ivoire. Aïcha Koné qui est réputée pour être assez critique, assez dur avec le gouvernement du président Alassane Ouattara et avec lui-même sa personne. Je pense que nous sommes dans une période critique, la période préélectorale, et nous savons tous que c'est dans cette période-là que les artistes doivent jouer leur rôle pour apaiser les tensions. Et c'est une action qui a été saluée par plus d'un, notamment au niveau du RHDP. Même j'ai pu lire des commentaires de personnes qui se félicitaient de ce que Aïcha Koné revienne en famille. Elle ne revient pas en famille, elle essaie d'apaiser la tension entre elle, c'est-à-dire elle qui incarne le clan de Laurent Gbagbo et voilà le groupe présidentiel. Voilà. Et il y a aussi, il a évoqué aussi la Miss Côte d'Ivoire. Il y a ce problème là au niveau des Miss Côte d'Ivoire que moi j'ai toujours déploré. Autant on met les moyens dans l'organisation de cette activité, il faut aussi mettre les moyens dans la promotion de l'excellence. Nous avons plusieurs enfants aujourd'hui qui enregistrent des très bons résultats, des résultats mais très excellents chaque fin d'année, qui ne reçoivent pas les mêmes moyens que ces demoiselles-là qu'on appelle les Miss Côte d'Ivoire. Je pense qu'on doit regarder à cela. Et l'actualité qui a beaucoup bouleversé le début de semaine en Côte d'Ivoire, c'est la sécurité routière. C'est l'accident qui nous a été donné de voir, cette scène horrible de quelqu'un qui se débattait, qui essayait de sortir de son véhicule, mais qui était attaché par sa ceinture et qui s'est vu broyer son véhicule par derrière, donc qui ne pouvait pas sortir, mais qui est mort dans cette position-là, qui implorait l'aide des gens. Nous avons vu une vidéo qui a circulé également d'un passager de la voiture qui a appelé à l'aide et malheureusement qui n'a pas pu bénéficier de ce soutien-là pour avoir le souffle de vie dont nous bénéficions aujourd'hui. Et enfin, il y a les 60 ans de la BAD et les assemblées annuelles qui consacreront l'élection du futur président de l'institution. Vous savez, il y a 2 ou 3 semaines de cela, la Côte d'Ivoire célébrait l'Africa Forum CEO Forum. Aujourd'hui, ce sont les assemblées annuelles de la BAD. Voilà. Autant d'éléments, il s'est dit que la Côte d'Ivoire se porte vraiment, la Côte d'Ivoire c'est une phase de repositionnement stratégique au niveau le Sahara, merci, le Sahara, au niveau sous-régional et même au niveau de l'Afrique. Autant d'événements qui arrachent peut-être des arguments aux opposants. Bon, pas forcément. Hein. La Côte d'Ivoire a toujours été une sous-puissance dans la sous-région. Ça n'a pas commencé en 2011. On va pas s'arracher ce mérite-là. On veut dire que le rayonnement continue. Voilà, merci. Le rayonnement continue. Sinon, il n'a pas commencé en 2011. C'est dit que la Côte d'Ivoire est une puissance et la Côte d'Ivoire est en train d'émerger. Voilà. Jean-Richard Nguessan, la Côte d'Ivoire qui émerge et en même temps qui est en phase de contestation électorale, mais pour autant qui jouit toujours de la confiance des partenaires internationaux. Effectivement, il faut saluer l'organisation des assemblées générales de la BAD à Abidjan. Il a évoqué l'Africa CEO Forum et aujourd'hui il y a le Sahara. C'est des activités qui montrent plus ou moins que la Côte d'Ivoire reste un pays attractif. Il appartient aux Ivoiriens de faire preuve de responsabilité dans cette période assez fragile pour que ces différents acquis-là puissent servir pour les générations futures. Aïcha Koné, Dominique Ouattara, vous en avez été surpris personnellement? Oui, surpris parce que pour moi qui l'ai écouté, elle estime qu'elle a une chanson non seulement pour la première dame et pour le président Alassane Ouattara. On sait qu'à une certaine période, elle était très critique envers le président Alassane Ouattara. Il faut rappeler quand même qu'elle est l'une des artistes ivoiriennes qui a ouvertement pris position en faveur des juntards de l'AES. Elle a une composition pour Assimi Goïta, pour Ibrahim Traoré, qu'elle tente à vénérer, dont elle tente à saluer, à vanter l'héroïsme. Enfin,
l'héroïsme hypothétique. Enfin, c'est toujours ce que ce soit de vue. Mais voilà un peu. Au-delà de cet aspect-là, on a vu les images de la célébration des 50 ans de carrière d'Aïcha Koné. On sait que cette célébration-là a suscité beaucoup de controverses au regard de ses prises de position. On a vu certaines personnalités proches du pouvoir sortir pour prendre le contre-pied de cette célébration-là. Aujourd'hui, lorsqu'on voit Aïcha Koné dans une autre posture, on se pose des questions. Et on se souvient également que à cette célébration, au premier rang de cette célébration, on avait vu plusieurs cadres, notamment du PPACI, de l'opposition, et on avait vu très peu de cadres du RHDP. C'est un signe de divorce pour conclure. Donc aujourd'hui, la voix dans cette posture-là, on se pose des questions. Est-ce qu'il y a un désamour avec le PPACI? Est-ce que c'est un amour nouveau avec le RHDP? On attend de voir, mais je pense que les jours à venir vont nous permettre d'avoir beaucoup plus d'éclairage sur cette nouvelle posture de la diva de la musique ivoirienne. Mais il faut dire aussi par moment qu'elle a eu des positions assez mitigées par moment. Merci Jean-Richard Nguessan, merci Soro Djabiga d'avoir été là pour décrypter ces différents sujets d'actualité dans le cadre de ce numéro de l'Intelligent Club. On va se dire au revoir et on se retrouve très prochainement pour d'autres débats. À bientôt.